Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Dina Douyeb et le Speedball, épisode 2. Dans le premier épisode, Dina nous a raconté comment elle en est arrivée à consommer de l'héroïne et de la cocaïne au sein du milieu artistique parisien des années 70 et 80. Dans cet épisode, elle va nous expliquer le long processus qui l'a amenée à arrêter. Un processus non linéaire, segmenté, entrecoupé de consommation et de sevrage, jusqu'à l'arrêt final. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance. Dès qu'on est accro, dès qu'on galère pour trouver, d'abord, il faut avoir de l'argent, il faut avoir de plus en plus d'argent. Ensuite, ça coûtait cher, hein. Et des fois, on avait des plans qui étaient dégueulasses. À un moment, j'en avais marre, quoi. Je supportais plus d'être addict, d'être accro. Donc j'avais envie de me débarrasser de cette habitude et je voyais bien que ça me posait un problème dans ma vie puisque ça me changeait complètement mon état. Ça changeait tout, ça m'empêchait de vivre même. Ça devenait vraiment problématique. Avec la marron, ça a été assez rapidement pour moi, parce que ça a été assez radical. Parce qu'il coupait avec de la caféine, avec des horreurs dedans. C'était une catastrophe. Et puis, c'est comme les addictions, quand on est addict comme à l'alcool, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est une catastrophe. L'héroïne, c'est une catastrophe, parce que pourquoi c'est une catastrophe ? Parce que si on ne sort pas du tourbillon, du labyrinthe, on devient accro et toute notre vie, elle repose que là-dessus. Donc c'est un problème. Je suis partie vivre dans un kibboutz envoyé par ma mère de force parce que j'étais en dépression. Après avoir tout arrêté, mon père est mort, donc ça m'a entraîné vers un truc pas très cool. Et puis je suis partie en Israël dans un kibboutz, travailler dans une vie vraiment communautaire, où tout le monde doit travailler, tout le monde doit travailler dans les champs, dans la cuisine, dans l'usine, enfin, le mode vraiment socialiste, kolkhoz, quoi, hein. C'est les derniers d'ailleurs, kolkhoz, c'est les kibbutz. Et donc, c'était dans les années 80. Et j'avais accès à aucune drogue là-bas. Et j'avais plus du tout envie, d'ailleurs, je fumais pas. Rien du tout. J'ai pas consommé pendant des années. C'est quand je suis rentrée à Paris, et un peu plus tard, en retrouvant des vieux amis qui étaient accros, que j'ai recommencé à en prendre. Le passage au kibbutz, ça m'a vraiment... même à un moment où on trouvait là-bas du shit libanais, c'est j'étais pas branchée, il y avait peut-être des plans, mais j'avais pas du tout envie de prendre des drogues dures. Et même le shit, j'avais pas envie. Il faisait comme s'il savait pas. Même s'il savait. Pauvre maman, comment voulez-vous qu'elle deal, comment voulez-vous qu'elle gère ça ? Pour elle, c'était au-dessus de ses forces. Elle était en plus tellement dans la compassion et la gentillesse que c'était dur pour elle. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Elle ne pouvait pas comprendre. Donc le kibbutz, ça a été bien parce que ça m'a permis de sortir de... J'avais déjà arrêté, mais il fallait que je sorte de la dépression parce que j'étais complètement flippée, quoi. Dans le kibbutz, je suis restée, je crois... 6 mois, 1 an, puis après j'ai travaillé dans un hôtel là-bas. Je suis restée en tout 2 ans peut-être. À son retour en France, Dina reprend contact avec le monde de la musique, un univers où la consommation de drogue est importante. On ne compte plus les grands musiciens qui ont consommé, au point que l'effet de certaines drogues fait partie intégrante des influences de certains styles musicaux. On pourrait citer le cannabis et le reggae, la kétamine et le dubstep, les stimulants et la techno, le LSD et le rock psychédélique, etc. Mais la question des drogues et de l'inspiration musicale est compliquée, nous dit Dina. Oui, au début, mais après non. Quand j'étais plus jeune, au début, oui, ça me stimulait, puis après, c'était pas la même type de stimulation, c'était plutôt pour pas être en manque. Donc, disons que le fait d'être en manque
m'empêchait plutôt de m'épanouir. Et quand je reprenais une ligne, que j'étais plus en manque, et ben ça allait mieux. Donc ça me redonnait envie de faire de la musique et tout ça. Mais ça, c'est justement le côté très négatif que je supportais plus. Je vois plus les choses de la même manière, en fait, aujourd'hui. Pour moi, l'inspiration, cannabis ou pas cannabis, c'est pas pareil. C'est pas une histoire de drogue qui va faire que... je vois plus les choses de la même manière. Je l'utilise, bien sûr. Je l'utilise pour me relaxer. Je l'utilise pour penser à autre chose ou pour peut-être des fois d'avoir des idées. Mais franchement, c'est pas, l'inspiration ne vient pas de la drogue. C'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. Ça peut aider, des fois, ça peut aider, hein. Ça peut l'être si vous l'utilisez de manière... mais ça veut pas dire que si vous allez fumer, que vous allez devenir un génie artistique. J'y crois pas trop, quoi, ça. C'est important d'avoir la liberté de le faire, mais pour moi, c'est pas une obsession de consommer. C'est important quand même. C'est important parce que je pense que c'est un droit. C'est un droit, c'est un besoin physique, mais on peut l'utiliser pour des domaines artistiques. Mais je pense que le domaine artistique, enfin, on peut l'utiliser pour la création, mais encore une fois, la création, elle vient de vous-même. Il faut avoir la pêche de le faire, et la pêche, l'envie, l'inspiration. Il y a plein de raisons qui font que des fois ça vient pas ou ça vient. C'est difficile de répondre, enfin de savoir exactement pour d'autres personnes en tout cas. En ce qui me concerne, je crois que j'ai pas de règles là-dessus, quoi. C'est pas je vais fumer un joint, ça va me donner l'envie de faire de la musique. Non, ça non. Alors, j'ai rencontré le père de mes enfants, le futur père de mes enfants, qui lui aussi était dedans. Donc, on est restés dedans tous les deux. Ben, on s'est en fait poussé l'un et l'autre. Puis un jour, j'en ai eu marre. D'abord, je voulais un enfant, je voulais des enfants. Et puis, je supportais plus. C'était de l'héroïne marron. Je la supportais pas. En fait, je me supportais plus. Je supportais plus l'effet que ça me faisait. Et ça me faisait un effet inverse, bizarrement. C'est-à-dire que au lieu de me donner la pêche, d'avoir le bonheur, enfin je veux dire le bien-être, de prendre plaisir à prendre cette drogue, ça me faisait tout à fait le contraire. Et je supportais plus, même mon visage. Dès que je prenais une ligne, dès que je savais que le matin il fallait que je me réveille avec ça et que je m'endorme avec, je me supportais plus. Donc j'ai commencé un processus, d'abord à la méthadone, morphine d'abord, ensuite méthadone, et ensuite je suis passée par Narcotiques Anonymes pour arrêter la méthadone. Alors en fait, moi, quand je suis allée voir Narcotiques Anonymes, j'étais à une goutte de méthadone par jour. J'avais commencé des cours de yoga, j'étais active physiquement au niveau du sport, j'ai toujours été assez branchée sport. J'arrivais pas à arrêter la goutte de méthadone, donc le groupe de discussion m'a beaucoup aidé pour complètement arrêter, parce que c'était dans ma tête. Mais par contre, j'ai pas trouvé ça dur d'arrêter la méthadone. Je pense qu'avec la méthadone, au contraire, ce qui est dur, c'est pas d'arrêter la méthadone. Ce qui est dur, c'est d'arrêter de penser que vous pouvez pas vivre sans aucun substitutif, c'est-à-dire aucune drogue substitutive. Y a des gens, ils ont besoin d'être défoncés, d'être drogués, ok. Ils ont besoin d'une ivresse quelconque, tout le temps. Donc il y a des gens, je pense, qui peuvent pas arrêter les opiacés. Je pense que c'est trop tard pour eux. Je connais des gens, ils sont vraiment malades, ils ne pourront jamais arrêter. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas les condamner pour ça. Il faut leur donner des médicaments toute leur vie, puis c'est tout. Moi, je n'étais pas dans cette optique. Moi, j'avais vraiment le désir d'arrêter et je ne supportais pas. Je ne supportais plus. En fait, ça m'avait enlevé la vie, le plaisir sexuel. Il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas dans l'héroïne. Je ne supportais plus du tout. Je trouvais que ça rendait gâteux. Ça m'a fait l'effet complètement inverse. Au début, ça a été pour moi libérateur, désinhibant. J'avais vraiment, ça m'a permis de sortir peut-être d'une timidité, etc. Puis à la fin, ça me faisait carrément l'effet inverse. Donc je supportais plus. Vous arrivez, vous êtes bien accueillis, vous êtes avec des gens qui ont les mêmes problèmes que vous. Parmi les gens, il y en a qui ont complètement arrêté. Ceux qui n'ont pas arrêté, ou ceux qui sont sous substitution, ils n'ont pas le droit de s'exprimer tant qu'ils n'ont pas sorti de la substitution, mais ils écoutent.
Ils partagent pas tout de suite il faut être complètement sorti de la dépendance. Et vous vous présentez, bonjour, je suis Dina Douyeb, je suis dépendante, voilà. Moi, le fait d'écouter les problèmes des gens, les gens racontent leurs problèmes à Narcotiques Anonymes. Ça va loin dans les partages de problèmes. Moi, je suis assez pudique et j'avais pas du tout envie de partager ma vie en public. Donc j'avais du mal à m'exprimer, j'avais pas envie de... Surtout que c'était une époque, maintenant ça remonte à... Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de partager des confidences sur le sujet, mais c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que j'avais besoin d'exorciser tout ça. C'était, il y a presque 20 ans maintenant. Archi bénéfique sur moi, le fait d'écouter les autres. Ça a eu beaucoup d'effets positifs sur moi. Et puis de partager, tous les jours, on est allé aux réunions, de partager avec des gens qui avaient subi les mêmes problèmes et qui avaient été dans les mêmes circonstances. Vous vous retrouvez avec des gens qui vous comprennent, qui ont vécu les mêmes défonces, qui ont pris les mêmes défonces, soit de la coke, soit de l'héro. En général, c'était coke et héro. D'autres venaient aussi pour le hashish ou l'herbe parce qu'ils n'arrivaient pas à arrêter. Moi, j'ai jamais eu ce problème avec l'herbe et le hash. Jamais. Je peux fumer du matin au soir et puis le lendemain, pendant 10 jours, rien fumer, quoi. Ou fumer je fumais un joint et après je dis j'en ai marre et j'arrête et puis voilà, j'ai pas l'addiction pour moi au hash. Il y en a par contre, bizarrement, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais il y a des gens qui sont accros au hash et à l'herbe, parce qu'ils ont une attitude addictive. Ils ont besoin voilà, j'en connais, hein, mais moi non, pour moi le problème c'était vraiment l'héroïne. Un détail qui est important, je pense qu'il y a beaucoup de gens... c'est vrai que ça fait maintenant... mes enfants, ils ont 29 ans, le premier, donc ça fait au moins 29 ans que je suis sortie de ce processus, avec mon désir d'avoir des enfants, donc il n'était pas question que je sois... Et puis je supportais plus, comme je vous disais, l'héroïne. Et je m'en suis vraiment bien sortie, avec le yoga aussi, pas seulement avec les groupes de parole, parce que avec l'activité de sport, du yoga, ça m'a énormément aidée. Ça m'a donné aussi un objectif de plaisir, de pouvoir recréer de l'endorphine dans le cerveau. Donc j'ai vachement travaillé là-dessus. Le fait d'arrêter de consommer de l'héroïne ne coupe pas pour autant totalement Dina de l'univers des psychotropes. Elle écrit même 2 livres sur le sujet. Speedball, une histoire illustrée des drogues, et Cannabis, entre diable et bon Dieu. Alors j'ai écrit le premier qui s'appelle Speedball, qui parle de l'histoire illustrée avec 250 gravures, illustrations sur l'histoire de toutes les drogues. Et le deuxième, c'est sur la prohibition du cannabis en France. Le moteur, ça a été d'abord l'ami qui m'a cédé une partie de cette collection de scans d'images. Il voulait qu'on fasse une expo sur l'opium au début. Lui, il était le premier usager de drogue à suivre un programme de méthadone en France, avec le professeur, à l'époque c'était le professeur Olivenstein, à Marmottan. Donc il a été, avant que ce soit légalisé en France, c'était légalisé mais que pour lui. Et lui, il était à vie, c'est-à-dire qu'il était accro à l'héro toute sa vie. Donc il était sous méthadone en fait. Et donc il voulait faire, mais il avait beaucoup de culture, il était très instruit. Il avait fondé avec d'autres personnes une association pour aider les usagers de drogue qui s'appelle ASUD. Donc j'ai fait, quand il est mort, donc j'ai voulu faire je me suis dit je vais faire un livre, je vais utiliser ces images, je ne pouvais pas faire d'expo. Et puis j'ai commencé à travailler, et c'est là que j'ai commencé à travailler sur le sujet. Je me suis dit je vais en parler, mais j'étais pas à l'aise à l'époque. C'était maintenant, ça remonte maintenant à 2015, hein, donc il y a presque 10 ans. J'étais pas à l'aise de mettre mon nom, j'étais pas à l'aise d'en parler, j'étais pas du tout à l'aise. J'étais sortie du processus d'addiction, mais j'étais pas encore bien à l'aise. Donc j'avais beaucoup de souffrance par rapport à ça. Ça m'a aidé, et puis ça m'a aidé à aller jusqu'au bout, à sortir le livre. Et je suis contente parce que je l'ai fait et que ça m'a enclenché, ça m'a permis d'enclencher un nouveau processus de libération justement des drogues addictives comme l'héroïne. Le gros traumatisme pour moi, ça a été quand même l'héroïne. Alors le cannabis, parce que le cannabis, par contre, ça m'a permis d'arrêter
de remplacer. Ça a été une drogue de remplacement. J'avais vraiment besoin. Et puis l'alcool, pour moi, c'était trop dur. Ça a été difficile d'arrêter, même en ayant arrêté la méthadone et tout ça. J'avais besoin d'ivresse. Donc le cannabis, ça m'apportait cette ivresse. Et je pense qu'en plus, ça me faisait du bien. Donc, encore une fois, il faut travailler sur la réduction des risques. Et informer les gens des risques qu'ils prennent au niveau de leur santé. Et s'ils ont une fragilité, ça peut amplifier leur fragilité. C'est important, vraiment, parce que de toute façon, depuis les années 70, la répression n'a jamais fonctionné. Ça n'a servi à rien. Il a fallu attendre que deux ministres de la justice, non, c'était pas la justice, ministre Michel Barzac et Simone Veil autorisent la vente dans l'attribution de seringues à cause du sida. Et quand en fait ils ont compris que c'était plus un problème, que c'était plus une guerre contre les drogués, que c'était une guerre contre les maladies, c'est-à-dire pour la santé publique. Et aujourd'hui, leur souci, c'est la sécurité. Donc on est passé de la guerre contre les drogués à la guerre contre les problèmes de santé, etc. Et ensuite, avec le sida, et ensuite on est passé à un problème de sécurité. Mais on est toujours au point, plus ou moins, que les gens... moi, je ne crois pas à une société sans drogue. Je pense que ça n'existe pas. Le livre, justement, où je parle de toutes les drogues dans le livre, ça commence à l'Antiquité. L'opium, le cannabis, c'était déjà des médicaments. Pour moi, les drogues, ce sont des médicaments. Donc, toutes les drogues. Après, il y a une manière de les utiliser. Si vous avez besoin d'opium pour soigner un problème de douleur, il faut savoir que si vous en prenez trop longtemps, vous allez être addictif. C'est ce qui s'est passé avec le fentanyl. C'est une catastrophe parce que c'est 50 fois plus fort que l'héroïne. Dans ces cas-là, il vaut mieux donner de l'héroïne, si c'est pour être 50 fois plus fort que l'héroïne. L'opium, c'est moins fort que l'héroïne et que la morphine. Mais c'est aussi addictif. Le cannabis, c'est pas addictif, mais si vous fumez intensément et que vous en prenez des quantités énormes et vous le prenez comme une drogue addictive, ça devient addictif. Donc il faut informer les gens et il faut aussi informer des risques qu'ils prennent, vraiment. Mais c'est difficile. Vous pouvez pas dire à quelqu'un qui veut aller boire un verre de rouge tous les jours de l'empêcher de boire, puisque c'est légal. Donc c'est le même problème. Il y a des problèmes d'alcool, il y a des gens qui ont des gros problèmes avec l'alcool, ils veulent s'arrêter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont dans les groupes de réunion, parce qu'ils sont attachés à l'alcool à un niveau que ça devient maladif. Mais c'est pareil avec les drogues. Moi, je ne pense pas que les sociétés sans drogue, ça existe, que ce soit une société sans drogue existe. Je pense qu'il faut les légiférer, il faut dépénaliser les usagers et essayer de considérer que, par exemple, le cannabis, c'est avant tout une drogue médicinale et il faut l'utiliser aussi comme un médicament. Il y a des gens qui ont besoin de médicaments, ils n'en ont pas besoin beaucoup, mais c'est pas un crime, on n'est pas des criminels. Ça, c'est très important de le dire. Nous ne sommes pas des criminels. Et voilà pour le témoignage de Dina Douyeb. Merci à elle de nous avoir raconté son histoire. Avant de partir, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast financièrement grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. C'était le dernier épisode de la saison 2024-2025 de Substance. Je pars en vacances pour 4 semaines. Retour prévu du podcast le jeudi 24 août avec de nouveaux épisodes. D'ici là, portez-vous bien.